Vous êtes bien sage, brusquement. Vous constaterez qu'on est pile poil à l'heure. Je crois que c'est rarement arrivé à ce point-là. Mais... Monsieur le ministre, cher Olivier, mesdames et messieurs, chers amis, avant tout autre propos, vous me permettrez de remercier nos intervenants de cet après-midi. Ils ont démontré les uns que l'innovation organisationnelle, même si Pierre Préville, nous avons bien noté qu'innovation organisationnelle, fallait se leur tirer de la tête, mettre innovation n'est pas le bon choix, mais que l'innovation organisationnelle, je maintiens quand même, n'était pas une incantation marketing, et les autres que le numérique et l'intelligence artificielle pouvaient bel et bien être au service des patients. Puissent-ils être tous les heureux augures de l'évolution de notre système de soins. J'associe à ces remerciements Madame Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la commission santé des régions de France, qui nous a expliqué, vous l'avez entendu, avec humilité et pédagogie, ce que pourrait être le rôle des régions en matière de santé au vu de leur mission dans la formation, l'aménagement du territoire, le financement de la recherche et de l'industrie. Et je ne regarde dans mes remerciements d'oublier Benoît Péricard et Olivier Mariotte, qui encore cette année me montrent que l'amitié n'est pas pour eux un vain mot. Monsieur le ministre, je veux vous remercier très sincèrement de votre présence à notre rendez-vous de l'hospitalisation à domicile. Nous vivons une reprise de l'épidémie avec des indicateurs qui indéniablement se dégradent, avec en sus l'incertitude liée à ce nouveau variant. Plus que jamais, vous êtes présents sur tous les fronts. Dans ce contexte si particulier, nous sommes très sensibles à la considération dont témoigne votre venue et à cette marque d'attention portée à la plus petite des fédérations hospitalières. Il est vrai que depuis des années, vous vous êtes illustré par un intérêt réel vis-à-vis de l'hospitalisation à domicile et que vous n'avez pas attendu d'être ministre pour en promouvoir le recours et en souligner le bénéfice pour les patients et notre système de soins. Mais au-delà de votre soutien à l'HAD et de l'énergie déployée en faveur de notre système de soins, je souhaite vous remercier pour votre conduite de l'action ministérielle. Depuis bientôt 2 ans, les portes et fenêtres du ministère ont été très largement ouvertes aux acteurs du monde de la santé. L'expression est imagée puisque la plupart de nos rencontres se font par vidéo, par écran interposé. Mais tous les dirigeants des fédérations, syndicats et autres responsables du monde de la santé comprendront le sens de mon propos. Nulle critique des années antérieures, mais c'est le simple constat d'une réalité dans un contexte inédit. Nous aurions pu craindre, face à cette crise d'ampleur et de durée inégale, une tentation de repli sur soi et d'autoritarisme. Bien au contraire, nous avons eu des membres de cabinet ministériel disponibles et des membres de l'administration, en particulier de la DGOS, à l'écoute, ouverts au dialogue, informant, consultant celles et ceux qui, sur le terrain, allaient être conduits à la mise en œuvre opérationnelle des actions proposées. Et cette attitude perdure. Pour ma part, ce n'est jamais en vain que j'ai alerté vos collaborateurs, et si je n'ai pas eu satisfaction sur tout, les HAD ont connu sous votre égide de vraies améliorations. Au-delà de votre cabinet et des directions centrales, Monsieur le ministre, merci de veiller à ce qu'au niveau régional, la prise en compte de l'HAD soit moins contrastée selon les ARS. Des efforts sont à faire en ce sens et en premier lieu, il importe que chaque ARS désigne un référent HAD doté d'une réelle transversalité sur les sujets qui touchent directement ou indirectement cette offre de soins. Un exemple est présent, que tout imite la Bourgogne-Franche-Comté. En second lieu, il est important que cet esprit d'ouverture touche aussi les agences et autres organismes satellites du ministère qui ont parfois tendance à confondre indépendance et bunkérisation. Informer et consulter en amont d'avis, recommandations ou décisions n'est pas synonyme de vendre son âme. C'est simplement la première étape de l'efficacité et de l'adhésion à de nouvelles pratiques. Mais malheureusement, il faudra sans doute plus que quelques mois à une crise sanitaire exceptionnelle pour encore faire progresser les mentalités et les pratiques. Les pics épidémiques de 2020 et des premiers mois de 2021, dont chacun a en tête les effets négatifs sur notre système hospitalier, ont engendré un intérêt accru pour les soins en hospitalisation à domicile, les plus récalcitrants en reconnaissant l'intérêt.
Si les circonstances de ce recours n'étaient pas aussi dramatiques, je l'ai dit au début de cet après-midi dans mon propos d'ouverture, nous pourrions nous en féliciter. Je ne le fais pas pour deux raisons. La première, parce que je n'aurais garde d'oublier qu'avant de solliciter l'HAD, des milliers de personnes sont décédées, notamment dans des EHPAD, dans des conditions médicalement inacceptables. Et ensuite, parce que je serais convaincu qu'une nouvelle étape a été franchie et que durablement l'HAD est installée dans le paysage sanitaire, si nous ne vivions pas, depuis cet été, pour un certain nombre d'HAD, une décrue d'activité, au moment même où certains établissements avec hébergement indiquent vivre une forte tension sur l'occupation de leurs lits. Les chiffres sont là. En 2020, l'HAD a connu une progression en nombre de journées de 10,2%. À fin juin, notre croissance n'était plus que de 7,8%. En clair, nous étions revenus au rythme de l'année avant Covid. À fin septembre, c'est vrai, pas sur la totalité des établissements, mais sur 9 mois, la croissance n'est plus que de 6,5%, ce qui conforte le constat d'un coup d'arrêt du recours à l'HAD dans certains territoires. Ces chiffres laissent songeurs quant à la sincérité ou à l'ampleur de certaines plaintes, ou tout au moins sur les raisons de ces récriminations. On entend largement épiloguer sur les difficultés engendrées au sein des hôpitaux et des cliniques par le manque de personnel, la multiplication des arrêts de travail et la lassitude des soignants après des mois de mobilisation. Je ne nie aucunement cette réalité. Mais nous aussi, dans les établissements d'HAD, connaissons ces mêmes problèmes et peinons à recruter médecins, infirmières, aides-soignants. À longueur de journée, on nous explique les tensions sur le lit. Mais dans ce cas, comment se fait-il que nous ne soyons pas, nous les HAD, qui nous situons en aval de l'hospitalisation conventionnelle, davantage sollicités? En fait, notre système de soins ne parvient toujours pas à sortir de son hospitalocentrisme. Nous sommes toujours prisonniers d'une gestion trop administrative de nos organisations. Les conservatismes professionnels demeurent et les égoïsmes catégoriels obèrent nos capacités d'évolution. J'avoue être sidéré quand j'entends certaines réflexions ou revendications de soignants, notamment, tu me pardonneras Jean-Paul, de médecins abondamment véhiculés par les médias. N'y a-t-il pas là un comportement d'enfant gâté, une perte de sens de métier qui ne peuvent se vivre pleinement que s'ils sont synonymes d'engagement et d'une part d'altruisme? Des efforts financiers considérables ont été faits depuis 18 mois qui portent les salaires des soignants hospitaliers à des niveaux que bien d'autres métiers, eux aussi soumis à de fortes contraintes, commencent à envier. Et pourtant la pénurie s'installe, voire en certains territoires s'amplifie. C'est bien de dénoncer cette crise de vocation, me direz-vous, mais que faudrait-il faire? Tout d'abord, autant que possible, pour limiter autant que possible la durée de cette crise du recrutement et favoriser le maintien des soignants dans leur emploi, Madame Dufay, vous l'évoquiez, en premier lieu, collectivement, il importe que tous, nous cessions de dépeindre négativement le secteur dans lequel nous évoluons et qu'au contraire, nous témoignions des joies procurées par nos fonctions. Les jeunes générations veulent exercer des métiers qui aient du sens. Nos métiers en ont, mais faisons-le mieux savoir. Le propre de tout leader politique, syndical, associatif, entrepreneurial est de donner envie. Soyons dignes de cette mission essentielle. C'est parce que la FNEAD croit profondément que l'hospitalisation à domicile recèle en elle tous les ingrédients de l'appétence au métier du soin qu'elle demande, depuis bien avant la crise de la Covid, une campagne de communication nationale. En second lieu, il faut donner de la souplesse aux formations et capitaliser davantage sur l'apprentissage et la formation continue. Monsieur le ministre, ouvrons la formation des étudiants, notamment celle des médecins, à davantage d'autres lieux de stage que les CHU. Envoyons-les dans les cabinets de médecins généralistes et spécialistes, dans les hôpitaux et cliniques des petites villes, dans les HAD. Cela se fait déjà, me direz-vous. Oui, mais trop peu et trop tard dans le cursus universitaire. Il n'est pas possible que les étudiants en médecine découvrent des pratiques diversifiées qu'après s'être inscrits à 25-26 ans dans les filières d'internat. Les collectivités territoriales sont prêtes, nous l'avons entendu, à mettre à disposition logement, transport, pour que de jeunes étudiants découvrent précocement la pratique médicale de proximité. Quand des communes de plusieurs milliers d'habitants, dotées d'écoles, de commerces, d'autres lieux de vie et de loisirs, n'ont plus de médecins généralistes, quand des départements entiers n'ont plus de médecins spécialistes en dermatologie, en ophtalmologie, en neurologie, en endocrinologie, ce ne sont pas des déserts que refusent de rejoindre les médecins. Cessons donc de fantasmer. Pour aider concrètement et conjointement à la découverte de la pratique ambulatoire et du travail en équipe, nous avons proposé dans la feuille de route de l'HAD, sur laquelle je reviendrai dans quelques minutes,
mais sur lequel aussi vous allez vous attarder, l'obligation d'un stage en HAD pour tout étudiant se destinant notamment à la médecine générale, à la gériatrie, aux soins palliatifs. Cette proposition n'a pas pu être retenue. Pourtant, elle est simple. Faire en sorte que l'HAD puisse valider tout autant un stage hospitalier, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'un stage en ambulatoire, et à défaut de cette mesure jugée radicale, développer les stages mixtes HAD-ville ou à hôpital HAD. Je viens de parler des médecins, mais je pourrais aussi parler des formations de soignants infirmiers et aides-soignants, voire de la nouvelle filière d'infirmiers en pratique avancée. Pourquoi ne capitalise-t-on pas plus sur les savoirs acquis tout au long du parcours professionnel? Pourquoi imposer à des personnes ayant 10, 20 ans d'expérience professionnelle de reprendre des études complètes pour valider un diplôme d'aide-soignant ou d'infirmier? Je peux comprendre qu'il y ait des tenants d'une vision très académique de la formation, à l'instar de ce que nous avons vu il y a quelques années avec la bataille entre les centres d'apprentissage et les lycées professionnels. Mais les acteurs de la santé, saisis par l'urgence, veulent dépasser cette vision catégorielle et sont prêts à devenir des lieux de formation, permettant ainsi de cumuler enseignement théorique traditionnel et formation pratique rémunérée au sein de nos établissements. Et ne laissons pas s'installer cette même erreur avec la formation des infirmiers de pratique avancée. Quand dans des établissements d'HAD, mais aussi d'autres structures, vous avez assumé des fonctions de coordination, d'organisation, de suivi thérapeutique de patients souffrant de pathologies graves, ne peut-on établir des équivalences et estimer valider certains, pas tous, mais certains modules de la formation d'IPA? Vous voyez que la crise sanitaire n'a pas annihilé mes capacités d'indignation. Mais vous savez que... Nul n'est étonné. Mais vous savez que ces journées nationales sont pour la FNEAD un moment privilégié pour alerter et porter ses demandes. Juste donc, et j'abuse de cette tribune. Mais cette réflexion me permet une transition aisée avec la seconde partie de mon discours qui, je vous rassure, sera, elle, empreinte de satisfecit. En effet, nous serions bien ingrats, je vous l'ai dit il y a quelques instants, si nous n'étions pas reconnaissants des évolutions et adaptations que vous nous avez accordées. La liste était déjà longue des avancées obtenues ces dernières années, élargissement des indications de l'HAD en EHPAD, possibilité de conjuguer intervention SIAD et HAD, enveloppe dédiée à la prise en charge de patients atteints de pathologies neurodégénératives, publication d'un outil d'aide à la décision d'orientation en HAD, progression tarifaire d'1,5% ces 2 dernières années, et il ne s'agit là que des faits les plus saillants. Alors que certains auraient pu estimer que notre activité avait déjà fait l'objet d'une large reconnaissance, vous avez, Monsieur le Ministre, souscrit à une demande essentielle. Donner une nouvelle impulsion à notre activité par la publication d'une feuille de route de l'HAD. Agnès Buzyn, à cette même tribune, en 2019, en avait lancé l'idée. Son départ du ministère et la crise épidémique auraient pu faire oublier cet engagement. Il n'en a rien été. Je vous laisserai le soin de revenir sur ce texte, mais je veux simplement souligner quelques points de fond et de forme. Tout d'abord, la méthode. Le travail de conception et de rédaction a associé ARS, syndicats de libéraux, fédération hospitalière, sociétés savantes, autres directions du ministère, ATIH, CNAM, et j'en oublie très certainement qu'ils me pardonnent. En second lieu, cette feuille de route n'engage pas simplement les HAD, mais tous les acteurs et décideurs de la santé. L'appropriation devra en être large et la mobilisation sur le terrain devra être réelle, notamment par le biais des ARS, d'où j'y reviens, avec un peu d'insistance, le besoin d'interlocuteurs dédiés à l'HAD au sein des agences régionales. Enfin, il va exister un comité de suivi qui permettra d'évaluer l'état d'avancement région par région du développement de l'HAD, d'apprécier les situations locales et de connaître les raisons, des réussites ou les échecs des actions contenues dans la feuille de route, et donc d'opérer d'éventuelles corrections. Depuis des années, je soulignais la nécessité de davantage mesurer la réelle pertinence des hébergements hospitaliers. La question posée devant un patient adressé à un hôpital ne devant plus être « est-ce que le domicile est possible ?», mais au contraire, est-ce que maintenir le patient dans un lit de l'hôpital est nécessaire ? J'ai à maintes reprises vanté notre savoir-faire au sein des HAD en matière d'évaluation des besoins, notre expertise de la coordination entre professionnels de disciplines différentes appartenant tout autant au secteur sanitaire que médico-social, notre connaissance du domicile, notre maîtrise des risques inhérents à des activités de soins complexes. Dans ce contexte, la FNEAD est particulièrement satisfaite qu'a été retenue l'idée d'évaluer, dans les 48 heures après leur admission, tous les patients entrés en unité d'hospitalisation complète. Ne soyons pas naïfs, il faudra du temps pour que cela se mette en place et pour que les comportements évoluent. Mais le processus est engagé et cela est l'essentiel. Dernier point, source d'une profonde satisfaction,
Cette feuille de route insiste sur la nécessaire association des HAD à toutes les organisations en cours de création, notamment les DAC, dispositifs d'appui à la coordination. Nous devons être partie prenante au même titre que les professionnels de l'ambulatoire. Et enfin, ce document reconnaît les expertises développées par les HAD en gériatrie et en soins palliatifs et recommande de s'appuyer davantage sur ces compétences pour accompagner au domicile les personnes âgées et les personnes en fin de vie. Je n'en dirai pas plus sur la feuille de route, tant elle est dense, vous la découvrirez, mais vous constaterez à sa lecture que nous avons des enjeux bien définis et que les axes retenus et les actions recensées sont clairs et concrets. Mon second sujet de satisfaction concerne la réforme du droit des autorisations qui voit l'HAD être désormais une activité pleinement identifiée. 12 ans après la loi de 2009, qui a reconnu les HAD comme étant des établissements de santé, nous ne serons plus un appendice du MCO, mais bel et bien une activité au même titre que le SSR, la psychiatrie et donc le MCO. Mais cette réforme, si elle conforte notre activité sur ces segments essentiels, ouvre également le champ à d'autres pratiques, celles du SSR en HAD, de la pédiatrie, notamment des enfants de moins de 3 ans, de l'obstétrique. Nous devons être collectivement conscients que les actions contenues dans la feuille de route, la réforme des autorisations et les conditions de fonctionnement qui en découlent, sont autant de défis lancés aux établissements d'HAD et nous n'avons pas le droit d'échouer. Soyons certains que les exigences de nos partenaires en termes de réactivité, d'information, de compétences, d'informatisation, de continuité des soins vont se renforcer et que nous allons devoir répondre présents sur nos territoires d'implantation. Mais cela va dans le sens de l'idée de responsabilité populationnelle des HAD, à laquelle, plus que d'autres, nous souscrivons, car dans la logique de la territorialisation de nos autorisations. La FNEAD veillera à l'application locale de ces textes et à l'adéquation des futurs PRS avec le contenu de ces textes. Nous aurons également le souci que les ARS accompagnent les HAD dans leur adaptation à ces enjeux, notamment les plus petits établissements, les plus isolés et les plus fragiles financièrement. Mon troisième motif de satisfaction concerne le secteur des personnes âgées. À l'évidence, les milliers de résidents que nous avons soignés durant les phases aiguës de l'épidémie ont contribué à installer l'HAD comme le maillon essentiel de la médicalisation des EHPAD. Cela a conduit à donner aux HAD, en 2020 et 2021, une aide financière exceptionnelle liée aux interventions de nos établissements en EHPAD. Ces subventions ont été les prémices du financement des évaluations anticipées dans ces mêmes structures, processus qui va officiellement débuter en 2022, même si déjà de nombreuses HAD ont adopté cette pratique. En quoi consiste brièvement cette démarche ? La crise du Covid a montré les carences d'un trop grand nombre d'EHPAD en matière de médicalisation et plus largement les failles de la dimension sanitaire de ces établissements, pourtant dédiés à la dépendance et à ses conséquences sur l'état de santé de nos aînés. Dans ce contexte, permettre aux HAD d'identifier précocement les résidents susceptibles de décompenser, d'évaluer leurs besoins, de prédisposer les moyens thérapeutiques pour une intervention rapide est un progrès considérable. Notre objectif commun étant d'éviter des transferts vers un hébergement hospitalier dont les effets sont trop souvent délétères chez ces personnes fragilisées. Le financement affecté à cette démarche est un encouragement fort et nous veillerons à ne pas décevoir l'attente placée en l'HAD. Au-delà des EHPAD, plus largement, nous devons veiller collectivement à réduire les passages aux urgences des personnes âgées. Des expérimentations sont ici ou là en cours. Nous veillerons à ce que les ARS n'omettent pas d'associer les HAD à ces projets. Pour conclure sur ce volet HAD et personnes âgées, je veux également vous remercier de maintenir l'assouplissement des procédures de collaboration HAD-SIAD et notamment la levée du délai de 7 jours de présence en SIAD avant que ne puisse intervenir l'HAD. Dernière avancée obtenue, l'association de l'HAD à tous les plans conçus et mis en œuvre sous l'égide du ministère. Je n'en citerai qu'un exemple, celui du plan soins palliatifs. Au vu de ce que représente cette activité pour les HAD, plus de 60 000 patients pris en charge en 2020, je me réjouis de notre implication dans ce plan et je remercie les services du ministère qui ont eu soin et qui ont encore soin de ne pas oublier l'acteur essentiel que nous sommes en soins palliatifs. Ce que peuvent apporter les soins palliatifs est encore trop ignoré de la population et cette méconnaissance fait le lit d'amalgames,
de revendications et de pratiques qu'en HAD, nous ne soutenons pas. Nous nous sommes exprimés à ce propos, notamment lors de la discussion sur la proposition de loi en faveur de l'assistance médicalisée à mourir. Le débat n'est pas clos et va ressurgir dans les prochaines semaines. Nous avons été auditionnés par divers cénacles qui se penchent, à votre demande, sur ce sujet et encore tout dernièrement par le Comité national d'éthique. Au-delà des positions prises et des propositions formulées par la SNEAD et ses professionnels, j'émets un souhait: intégrer le Comité d'orientation des soins palliatifs de la fin de vie, auquel nous n'appartenons pas, alors que notre rôle pourrait le justifier. Ce discours ne serait pas complet si je n'évoquais pas un élément majeur qui supporte toutes ces actions et projets, le financement de l'HAD. Et je vous rassure, ce sera la fin de mon propos. Nous avons signé hier un protocole de méthode pour accompagner les réformes, engageant fédérations et États sur 5 ans. Vos conseillers ont été à notre écoute et ont intégré l'HAD à un texte qui initialement ne la citait pas. Je les en remercie très sincèrement. Mais ce protocole est un document portant sur la méthode et les conditions de suivi des réformes et non sur leur contenu. Or, au-delà de l'institution des dispositifs financiers particuliers, aussi utiles et conséquents soient-ils pour l'HAD, nous demandons depuis des années que le système de financement de l'HAD rétribue plus justement nos interventions et soit adapté à des enjeux bien différents de ceux qui ont présidé à l'institution de l'actuel modèle de T2A en HAD au début des années 2000, à une époque où notre activité était bien différente de ce qu'elle est devenue et de ce qu'elle sera dans les 5 prochaines années. Tous les rapports publiés ont préconisé la révision de ce modèle dont la construction s'avère trop frustre, insuffisamment descriptive de l'état de santé de nos patients et de leurs besoins, sans lien avec les spécificités territoriales et les progrès des thérapeutiques et des techniques médicales. Plus grave, à l'heure où on veut développer l'hospitalisation hors les murs, il n'y a aujourd'hui aucune incitation pour les établissements d'hébergement ou médico-sociaux à modifier leurs pratiques et à favoriser le recours à l'HAD. Depuis des années, des engagements ont été pris. Vous aviez vous-même, en 2017, tracé d'intéressantes pistes spécifiques à l'HAD dans votre rapport sur la réforme T2A. Nous avons vu en 2021 combien était bancal ce modèle, tant il a fallu d'ajustements pour compenser le différentiel majeur entre les recettes et des dépenses dopées par les augmentations salariales des soignants. Vous avez, et nous vous en remercions, ajusté le dispositif par le biais d'une péréquation entre les établissements, ceux qui tirent bénéfice des augmentations de tarifs et ceux pour lesquels elles ne s'avèrent pas suffisantes. Vous avez même accepté sur une dotation supplémentaire pour les HAD qui en justifierait le besoin. Merci, car ainsi nous passerons 2021 et très sans doute 2022. Mais que va-t-il se passer dans le futur ? Depuis plusieurs années, un travail est conduit sous l'égide de la TIH pour modifier la classification, étape préliminaire à une modification de la codification et ensuite de la tarification. Nous avons toujours dit que si nous souhaitions l'adaptation de notre modèle de financement, nous voulions que demeure le principe établi de la description de la charge en soins. Où en sommes-nous à ce jour ? Pas plus avancé que nous ne l'étions avant la crise du Covid. Pire même, nous avons vu ressurgir ces dernières semaines une proposition de tarification au séjour. Pour faire simple, on voudrait appliquer à l'HAD le modèle dont tout le monde décrit les effets délétères dans le MCO. C'est très français que de se contenter de dupliquer les vieux dispositifs. En attendant, l'échéance d'une réforme au 1er janvier 2002 ne sera pas tenue et l'idée d'une application au 1er janvier 2023 que nous avions envisagée, Monsieur le Ministre, lors de notre entretien en juin dernier, est désormais à oublier tant les travaux sont encore inaboutis. Mon message est clair, il n'y aura pas de réforme du financement de l'HAD qui déroge à l'idée d'évaluation de la charge en soins. Il n'y aura pas de modalité de financement de l'HAD qui repose sur la notion de séjour. Il n'y aura pas de réforme du financement qui ne prenne en compte les spécificités des HAD, tant en termes d'activité que d'implantation territoriale. Il n'y aura pas de réforme de notre financement sans que n'aient été testés sérieusement les changements proposés. Et pourtant, nous voulons une réforme. La meilleure preuve étant que nous avons signé le protocole que vous nous proposiez et avons voulu que l'HAD y figure explicitement. Cela fera partie du plan de charge du prochain ministre de la Santé, et la FNEAD aura à cœur d'obtenir satisfaction sur ce chantier majeur qui viendra boucler le champ des réformes de l'HAD. La période électorale va s'ouvrir incessamment et donner lieu à débats et polémiques. Je ne sais si la santé sera un enjeu, cet espoir a si souvent été déçu. En toute hypothèse, j'ose espérer que si débat sur la santé il y a, il ne sera pas polarisé autour du seul hôpital public et de ses moyens. Vous assumerez nécessairement un rôle éminent dans cette campagne, Monsieur le Ministre. N'hésitez pas à citer abondamment l'exemple de l'HAD.
Par nature, l'hospitalisation à domicile est une offre de soins en mouvement, en adaptation permanente. La FNEAD est le catalyseur de l'émergence d'une offre de soins moderne, plus centrée sur les patients qu'organisée autour des structures. Pour cette raison, et pour beaucoup d'autres, la FNEAD s'emploiera, durant les prochains mois, à faire entendre sa voix dans le débat présidentiel. Merci.